Bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer cette conférence dans cet agréable petit amphi où j'ai martyrisé des étudiants pendant ma carrière universitaire et où je suis très content de revenir. Et j'en remercie beaucoup l'UFR des sciences de l'homme et de la société, son doyen Amin Rezradzi et son adjoint Fabrice Seb qui nous a mis en contact pour la logistique. C'est toujours quand on commence que le bruit extérieur commence aussi. C'est pareil pendant les cours. Ouais, c'est pareil pendant les cours. Voilà. Et je remercie donc l'Université de Rouen. Le président de l'Université, Joël Alexandre, s'excuse, mais nous a délégué Teresa Rebello, vice-présidente en charge des ressources humaines, si mes informations sont exactes, et qui, elle aussi, est membre de cette UFR des sciences de l'homme et de la société. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci Jean-Luc pour les mots sympas. Alors, j'ai ici une triple casquette. J'ai une casquette d'abord de vice-présidente en charge de ressources humaines, représentant Joël Alexandre, qui vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour toutes ces années de partenariat, parce que c'est ma deuxième casquette en tant qu'enseignante-chercheuse à l'UFR-SHS en psycho. La Fondation Leni est un partenaire précieux de choix. Vous avez la bonne habitude, en tout cas pour nous, d'accueillir nos étudiants en stage de l'L3 ou M2, donc vous faites partie de nos partenaires précieux. Et puis ma troisième casquette, c'est en tant que personne, parce que Jean-Luc était le doyen quand je suis arrivée à Rouen, à l'UFR-SHS, qui m'a accueilli de manière très sympathique et aimable. Mais depuis, j'ai l'habitude de faire des conférences pour accueillir ces livres. Et nous avons deux en suspens, un que la Covid a suspendu et un qui vient de sortir. Donc, ce serait peut-être une occasion de se retrouver bientôt à l'université. En tout cas, on va retenir une date avec Annelise Worms, la vice-présidente de communication. Et ce serait un plaisir de t'accueillir, Jean-Luc. Et vous, évidemment, sur le sujet des protections d'enfance, ça va de soi. En tout cas, je vais pas. Moi, je suis prof, donc je peux parler pendant des heures. Donc mais l'idée, c'est pas ça. Je vais essayer de parler au minimum possible, mais en disant l'essentiel. Et en tout cas, c'est notre satisfaction en tant qu'université d'avoir un partenariat aussi important avec un acteur aussi important de la protection de l'enfance, avec des pratiques innovantes comme les pratiques que vous venez de discuter aujourd'hui, les pratiques restauratives. Et je dis ça parce que j'ai dit, après déjeuner, je vais dire restauratrice. Et je dis, j'ai restauratrice en tête, sachant que ce n'est pas restauratrice, c'est restaurative. Mais en tout cas, avec des projets qui ont l'enfant et l'adolescent, le jeune au centre, et dont je suis, à travers mes étudiants, vos pratiques. Et je n'ai qu'à vous féliciter, donc avec mes trois casquettes, en passant la parole à votre président, Monsieur le doyen. Merci Teresa, et vraiment merci à l'université. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire des conférences dans le cadre de l'université, surtout pour parler des droits de l'enfant. Alors je vais faire une petite introduction quand même, parce que ce rendez-vous annuel d'ENI, c'est annuel quand il n'y a pas le Covid ou un tremblement de terre, évidemment, mais c'est quand même notre 15e édition. On le fait pour parler des droits de l'enfant, c'est-à-dire pour les faire vivre, pour rendre visible ce qu'il est possible de faire pour rendre ces droits effectifs. Donc, c'est un rendez-vous précieux et puis c'est toujours un moment de rencontre agréable entre différents professionnels ou futurs professionnels de la protection de l'enfance. Alors, il faut bien reconnaître, on est donc 33 ans après la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, et il faut bien reconnaître que le chemin du droit pour les petits ne sont que des petits pas. Ce sont que des petits pas qui sont faits et bien des choses vont de travers. Il y a trop d'enfants qui dorment dans nos rues, ici, près de chez nous. Il y a trop d'enfants qui vivent dans des familles sous le seuil de la pauvreté.
Il y a, selon l'étude qui est sortie hier du Secours catholique, qui s'est occupé d'1 million de familles, de nourrir 1 million de familles avec 30% d'enfants. Ça veut dire qu'il y a plus de 300 000 enfants qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, dont les familles n'ont pas vraiment les moyens de les nourrir. Il y a trop d'enfants dans le monde qui ont faim, qui vivent dans des camps ou qui vivent sous les bombes, pas très loin d'ici en Europe. Et en ne protégeant pas les enfants à cause des tragédies d'aujourd'hui, eh bien, on prépare les tragédies de demain. Alors, avant d'arriver sur le sujet de cette conférence, qui est la justice restaurative, je voudrais quand même dire 3 choses à propos de ce que vit la protection de l'enfance ces temps-ci. La première, je le dis comme je le pense, il y en a marre que les travailleurs sociaux, et spécialement l'aide sociale à l'enfance, les associations, les fondations comme la nôtre, qui participent à la protection des enfants, soient visés sans débat ni capacité de répondre par des tirs aux pigeons médiatiques. C'est ni acceptable, ni utile, même si ça ne déshonore que ceux qui font du buzz avec ça. Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison de laisser passer des situations où des enfants sont mal traités. Oui, il y a toute raison d'en parler, à condition que ce soit en équilibre avec ce qui est visible, et visiblement les réussites quotidiennes de la protection de l'enfance, qui sont quand même infiniment plus nombreuses que ces drames, et à condition que la réponse ne soit pas d'obtenir un contrôle en plus et une loi de plus qui ne sera pas plus applicable que la précédente parce qu'on ne mettra pas les moyens derrière et qu'on complexifiera simplement un peu la tâche des intervenants de terrain. Des contrôles, oui, bien sûr, mais surtout des moyens. Pour protéger les petits humains, il faut des humains adultes impliqués. Voilà, donc il faut des travailleurs sociaux, des médecins, des maîtresses de maison, des personnels administratifs, des psychologues, etc., qui soient dûment formés et qui soient valorisés par des rémunérations dignes et des conditions de travail qui facilitent l'engagement. Par les temps d'aujourd'hui où il manque en France 50 000 salariés dans notre secteur pour des postes existants, je ne parle même pas des postes qu'il faudrait créer, je parle des postes existants, comment motiver à l'engagement si du plus haut de l'État, où on se targue de faire de l'enfance une grande cause quinquennale, on ne protège même pas ceux qui protègent et qu'on fasse si peu pour faire cesser ce tir au pigeon médiatique dans lequel on se complaît dans le scandale sans apporter la moindre solution. Oui, je le dis en termes contemporains, halte à l'ASE bashing. Car oui, nous réussissons nos missions. Oui, les enfants passés par nos services sont des enfants comme les autres. Et oui, ils réussissent dans la vie comme les autres, quand on leur laisse le temps, quand on pense leur souffrance, quand on les accompagne, et ce, malgré quand même le manque de moyens et le nombre le manque de structures adaptées pour les enfants les plus cassés. S'il est un scandale aussi scandaleux que le parcours chaotique de certains de ces enfants, c'est quand même que nombre de mairies et de nos concitoyens font tout pour refuser ou différer l'installation de lieux pour ces enfants-là sur leur territoire. Parce que c'est bien gentil de dire qu'il manque des structures, mais il faudrait qu'on puisse les mettre quelque part. Voilà. Quand on vous refuse les permis de construire, vous n'y pouvez rien. La deuxième chose que je ne veux pas passer sous silence, quand même, c'est l'exploitation honteuse, extrémiste et xénophobe d'un crime commis contre un enfant. En protection de l'enfance, la loi nous impose, et à juste raison, de travailler avec les familles, de respecter leurs droits, de faire en sorte que, comme la Convention le préconise, un enfant ne soit pas séparé sans motif grave des siens. Et on laisse, avec de vagues protestations et un peu de présence ministérielle, et sans aucune hâte judiciaire, des politiques et des médias bafouer la volonté d'une famille endeuillée qui demande du silence et du respect. Quelques jours après ce premier drame, un enfant autiste a été retrouvé assassiné aussi. Est-ce que vous avez entendu les mêmes gens faire les mêmes remarques à propos de cette seconde tragédie familiale? Vous pouvez imaginer pourquoi ils ne l'ont pas fait. Dans quel univers du désordre de la pensée sommes-nous? Où sont les grandes voix de la France, qu'ils soient intellectuelles ou politiques, qui diront là encore « halte au feu ». Et j'ai un peu de peine à invoquer la Convention internationale des droits de l'enfant parce qu'au quotidien, on a un peu l'impression que ceux qui ont le pouvoir de la faire respecter n'en ont rien à faire.
Et ceux qui ont le devoir de la faire respecter, ce sont nos gouvernants, car c'est la France qui a signé la Convention internationale, pas les départements. La troisième chose est une citation de cette même convention. C'est le chapitre 2-2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée, écoutez bien ça, par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Voilà, c'est dans la Convention. On a laissé pendant des années, des mois, des enfants dans des camps là-bas en Syrie parce que leurs parents se sont fourvoyés dans une guerre idéologico-religieuse ravageuse des corps et des âmes et qui a fait de trop nombreuses victimes, y compris beaucoup d'enfants. Il en reste de ces enfants à rapatrier. Je le dis parce que si je suis fier que mon pays ait signé la Convention, je ne suis pas fier quand particulièrement cet article-là de la Convention n'est pas respecté. Et je pourrais donner d'autres exemples ici, chez nous, en France, de ce que je viens de dire. En tout cas, il faut faire revenir tous les enfants, sans exception, qui vivent dans des camps. Et quand on veut, on peut. Parce qu'il y a quand même eu une pas trop mauvaise nouvelle récemment, la semaine dernière, dans ce sinistre champ de renoncement aux engagements internationaux. La semaine dernière, après qu'on ait quand même tergiversé, comme à l'ordinaire, un bateau de réfugiés a été accueilli en France. Et sans plus barguigner, les enfants migrants isolés ont été accueillis par l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône. Alors c'est vrai, il y en a quelques-uns depuis qui sont partis, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Évidemment, on ne les a pas enfermés, on les a accueillis. Le boulot, c'est de les accueillir et de les accompagner autant qu'on peut. Alors, ça redonne un petit peu de fierté pour effectivement la protection de l'enfance qui est capable, quand on lui en laisse le droit et les moyens, d'accueillir des enfants d'où qu'ils viennent et sans condition. Et je vais laisser la conclusion de cette introduction à nouveau à un texte de la Convention qui, dans l'article 29, dit que les États s'engagent, alors, petit 1b, inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Petit 1d, préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux, religieux et avec les personnes d'origine autochtone. Si on veut réussir cet engagement, il faut que les adultes, et surtout ceux qui en ont le pouvoir, commencent par respecter eux-mêmes ces principes, et en particulier à l'égard des enfants. Alors évidemment, dans notre pays, quand on parle de mineurs délinquants, c'est un peu plus compliqué, beaucoup moins populaire que certains mineurs victimes, comme je viens de le dire. Il y en a des plus intéressants que d'autres pour faire le buzz médiatique. Et on pourrait se demander pourquoi, au fond, pour l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, on a choisi ce sujet, la justice restaurative. Donc, pourquoi s'intéresser plutôt à ça qu'à un autre sujet? Eh bien, vous la connaissez sûrement pas par cœur, mais j'avoue que moi non plus, mais je la relis de temps en temps et je découvre toujours des trucs en la relisant. Eh bien, dans l'article 40, indirectement, on incite à ce type de pratique. Dans l'article 40, il est dit que les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser, écoutez bien ça, de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tiennent compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. Et donc ça incite effectivement à prévenir toute récidive. Le même article préconise un peu plus loin d'avoir recours à toute une gamme de dispositions relatives, notamment aux soins, à l'orientation, à la supervision, au conseil, à l'approbation, au placement familial, au programme d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles. Donc pas seulement la justice qui sanctionne, en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. Si on comprend bien ce que cet engagement international veut dire, c'est que l'éducation et la réintégration sociale sont essentielles. Donc, il faut effectivement veiller à la non-récidive. Et on sait bien sur ce point les limites de la sanction judiciaire, de la peine, sur ce qu'on appelle la désistance
c'est-à-dire le fait de quitter les rivages de la délinquance pour revenir dans une vie, je ne sais pas s'il faut dire normale, mais enfin dans la vie de tout le monde. Et donc les bienfaits du travail personnel, du travail sur soi. Et donc, en effet, la France a fini par tirer des conséquences de ça, et l'article L13-4 du Code de la justice des mineurs a consacré le recours à la justice restaurative, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et il y a un commentaire dans le livret qui a été fait pour expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne, qui dit « Cette consécration va dans le sens de la primauté de l'éducatif sur le répressif, principe fondateur de la justice pénale des mineurs. La justice restaurative permet en effet le travail de prise de conscience de la portée des actes posés, le développement de la reconnaissance et du respect de l'autre en tant que sujet, et ainsi l'empathie et l'apaisement. Elle concourt de ce fait à la désistance, à la prévention de la récidive et s'inscrit dans une démarche de réconciliation sociale. » Et un rapport de l'Observatoire international des prisons français observe qu'il y a 30% de récidives en moins pour les participants à une médiation par rapport à des non-participants et 38% pour les jeunes qui ont participé à une conférence restaurative par rapport au groupe de contrôle. Il y a donc un vrai bénéfice social, psychologique, à utiliser ce moyen, désormais institué, de la justice restaurative. Mais bien que ce soit déjà une forme de travail connue, elle est quand même très méconnue, ce qui nous a décidé à faire cette conférence. Et les intervenants qui vont se succéder cet après-midi vont vous montrer à la fois le comment, le pourquoi, les objectifs de la justice restaurative. Je voudrais juste souligner cette évidence qui est aussi connue, que la très grande majorité des mineurs délinquants ne le sont pas devenus par hasard, mais parce qu'en général, ils savent dans leur chair et dans leur âme aussi ce que c'est que d'être victime. Et qu'une part des actes délinquants des mineurs, par non négligeable, sont commis sur d'autres mineurs. Alors, de mon point de vue, je verrai qu'en diront nos intervenants, mais c'est particulièrement pertinent et bénéfique que dans ce cas, et quelles que soient, par exemple, les sanctions possibles du harcèlement scolaire, la justice restaurative permette ce face-à-face entre la victime d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire très souvent, en fait, un face-à-face avec un autre soi-même. Et c'est dans cette rencontre avec quelqu'un qui pourrait être soi-même et qu'on a victimisé ou qui a été victime de façon identique, que peut-être on peut faire progresser exactement dans le sens où a été écrit l'article de la Convention sur les méthodes non institutionnelles. Alors, c'est quand même institué, mais des méthodes qui ne sont pas uniquement liées à une justice répressive, une justice d'indemnisation. Il s'agit bien d'une justice restaurative, c'est-à-dire d'essayer de renouer quelque chose, de refaire des liens pour aussi bien le sujet que celui ou celle dont il a été victime. Voilà. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant laisser la parole dans l'ordre à M. Théophile Lévesque. Venez donc. Donc, qui est assistant coordinateur de l'antenne nord-est de l'Institut français pour la justice restaurative. Vous allez nous dire ce que c'est, cet institut. Voilà, et qui va donc nous parler de sa spécificité. Pour les intervenants, il faut vraiment parler dans les micros puisque nous avons une centaine de personnes en visioconférence et donc si on ne parle pas dans le micro, ils n'entendent pas. Voilà, ils ont l'image mais pas le son. Alors, bah oui, je vais vous céder ma place, hein. Sauf qu'il n'y a pas de... Bah oui, voilà, on va manquer d'une chaise. Comme vous voulez. Allez-y. Moi, je vais me mettre assis. On a une chaise. Voilà, vous allez tous assis. Décalez-vous. Décalez-vous. Voilà. Alors, au milieu, Madame Wendy
Tuilier, hein, qui nous parlera de la médiation restaurative et des nouvelles technologies au service des jeunes. Et puis, à sa gauche, je suis dans le mauvais sens, Hugo Picard, qui est donc coordinateur du service régional de justice restaurative d'Île-de-France. Là aussi, je compte sur vous pour nous expliquer de quoi il s'agit.